J'ai 36 ans. Je m'appelle Sophie, et si tu m'avais vue il y a 3 ans, tu aurais cru que j'avais tout. Un travail stable dans une agence de communication, un petit appartement lumineux à Bordeaux et un homme attentionné, cultivé. Drôle, Philippe. Je l'ai rencontré à une exposition d'art contemporain un samedi après-midi pluvieux. Je m'étais arrêtée devant une toile abstraite quand j'ai entendu sa voix. Magnifique, n'est-ce pas? On dirait que l'artiste a peint sa propre dissolution. Philippe parlait de peinture comme d'une religion. Il me regardait avec des yeux qui semblaient lire à travers moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me fasse sentir si comprise. On a bu un verre puis un autre. On a parlé jusqu'à la fermeture du café. Et quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'avais ce sentiment doux amer que quelque chose venait de changer. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me comprend. Les premiers mois étaient comme dans les films. Philippe savait écouter avec une attention rare. Il anticipait mes besoins avant même que je les exprime. Il m'envoyait des messages le matin. Bonne journée, ma douce. Tu es ma chance. Des petits mots doux glissés dans mon sac. Des fleurs le mercredi juste parce que. On riait, on cuisinait ensemble, on se promenait le long de la Garonne. Il me lisait des poèmes avant de dormir. Il disait que j'étais trop gentille pour ce monde, que j'étais pure, différente des autres femmes. Je le croyais sincère. Je ne savais pas encore que cette phrase deviendrait une arme contre moi. Tout a commencé par de petites remarques. Tu oublies souvent les choses, non? Tu te fais des films, ma chérie. Au début, je riais. Mais il répétait. Et petit à petit, j'ai commencé à douter de moi. Un soir, j'ai juré qu'il m'avait dit qu'on dînait chez ses amis Marc et Isabelle. Je m'étais préparée, j'avais apporté du vin. Mais quand nous sommes arrivés, il n'attendait pas ces personnes. Il a juré que non, qu'il n'avait jamais dit ça. Il m'a regardé dans les yeux et a dit devant eux « Tu deviens vraiment confuse, ma Sophie. Je m'inquiète pour toi. J'ai eu honte de ne plus savoir ce qui était vrai. » Un soir, il a déplacé mes clés. Je les avais posées sur la table. Je les ai retrouvées dans le frigo, dans le bac à légumes. J'ai ri nerveusement. Mais son regard, lui, ne riait pas. Tu vois, je t'avais dit que tu devrais dormir plus. Tu fais des choses sans t'en rendre compte. C'est là que j'ai compris qu'il voulait me faire douter de moi-même. Mais une autre partie de moi refusait d'y croire. Philippe m'aimait. Pourquoi il ferait ça? Les phrases sont devenues un rituel quotidien. Tu dramatises. Tu es trop émotive. Tu imagines des choses. C'est pour ton bien. Chaque mot me coupait un peu plus de mes repères. Je commençais à croire que le problème, c'était moi. Que j'étais trop sensible, trop compliquée. Je m'excusais constamment. Pour des choses que je n'avais pas faites. Pour des émotions que j'avais le droit de ressentir. Philippe n'aimait pas mes amis. Il ne le disait pas directement, bien sûr. Il t'influence trop. Il ne me respecte pas. Ils sont jaloux de notre relation. Peu à peu, j'ai arrêté de les voir. Un déjeuner annulé ici, un message resté sans réponse là. Mes amis ont fini par se lasser. Je passais mes soirées seule avec lui. Il disait que c'était pour notre équilibre. Mais en réalité, il m'enfermait. Il voulait savoir où j'étais, avec qui, pourquoi. Il demandait à voir mes messages. Je pensais que c'était de la jalousie amoureuse, mais non. C'était du contrôle. Je t'aime trop, je ne veux pas te perdre. Ces mots semblaient tendres. Ils étaient une prison. Il vérifiait le kilométrage de ma voiture. Il apparaissait par hasard aux endroits où j'étais censée être. Quand je protestais, il se mettait en colère. Puis il pleurait. « Tu ne m'aimes plus, c'est ça ?» Et je culpabilisais. Je m'excusais. Un soir, j'ai osé dire que je ne me sentais pas bien, que j'avais besoin d'espace. Il a ri. Un rire froid, méprisant. « Tu veux encore jouer à la victime ?» Il a claqué la porte. Le cadre photo sur le mur est tombé. Le verre s'est brisé. Il est revenu 2 jours plus tard avec des roses blanches et des excuses. « Je suis désolée, ma Sophie. Je suis tellement stressée. Tu sais que je t'aime plus que tout. Pardonne-moi. » Et j'ai cédé, comme toujours. Je ne savais plus ce qui était vrai. S'il me disait que j'avais oublié une conversation, je le croyais. S'il disait que j'avais mal compris, je me taisais. Je vivais dans une réalité qui n'était plus la mienne. J'ai commencé à prendre des notes en secret sur mon téléphone. Les dates, les conversations, les événements. Pour ne pas devenir folle. Mais même mes notes, je finissais par en douter. Et un jour, en cherchant un livre sur son bureau, je suis tombée sur un article imprimé. Titre : Les techniques de gaslighting, comment détruire la confiance d'une personne. Des passages étaient surlignés en jaune. Des notes dans la marge. Efficace avec S. Répétées jusqu'à ce qu'elle doute. Isolement progressif. C'était comme un électrochoc. Mon corps a tremblé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas de l'amour maladroit. C'était délibéré, calculé, méthodique. Quand il est rentré ce soir-là, je l'attendais avec l'article à la main. Il a d'abord nié. Puis il a souri. Tu vois ? Tu cherches toujours à me piéger. Tu fouilles dans mes affaires. C'est de la paranoïa, Sophie. J'ai crié. Pour la première fois, j'ai haussé le ton. Il a renversé une chaise. Son visage n'était plus le même. J'ai fait ça pour nous. Pour que tu arrêtes d'être si faible.
Je me suis enfermée dans la salle de bain. Et j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, j'ai appelé ma meilleure amie, Pauline. Ça faisait 8 mois qu'on ne s'était pas parlé. Elle a décroché à la première sonnerie. J'ai tout raconté, en pleurant. En m'excusant, elle m'a écoutée sans me juger. Puis elle m'a dit « Sophie, ce que tu vis, ça a un nom, la violence psychologique. Tu dois partir, maintenant. » Elle m'a envoyé un lien vers une association d'aide aux victimes. Elle m'a donné le numéro d'une psychologue. C'est comme ça que j'ai repris contact avec le monde réel. Un matin, 3 jours plus tard, pendant qu'il dormait, j'ai pris mon sac, mes papiers, quelques vêtements. Sans bruit, sans adieu. Juste parti. J'ai pris un train pour Toulouse où vivait ma sœur. Je ne me suis pas retournée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans peur. Les premiers mois ont été difficiles. Je doutais de tout, même de ma décision de partir. Je sursautais au moindre bruit. Je faisais des cauchemars. Il a essayé de me contacter. Des messages. Des emails. Tu me manques. Je vais changer, je te promets. Tu es une lâche. Sans moi, tu n'es rien. Ma sœur m'a aidé à bloquer tous ces contacts. Mais les séances avec ma psychologue m'ont vraiment sauvée. Semaine après semaine, elle m'a aidé à remettre les pièces dans le bon ordre. Petit à petit, j'ai compris, je n'étais pas folle. J'étais manipulée. Aujourd'hui, je revis à Bordeaux. Pas dans le même appartement. Pas avec la même naïveté. Je travaille avec une association qui aide les femmes victimes de manipulation. Et parfois, quand une nouvelle arrive en pleurs, je lui prends la main et je lui dis « Tu n'es pas seule. Tu n'es pas folle. Et tu peux t'en sortir. » Si tu écoutes cette histoire et que tu sens que quelqu'un te fait douter de toi, si tu vis dans la peur de mal réagir, si tu as l'impression que ton esprit t'échappe, si tu t'excuses tout le temps sans savoir pourquoi, alors écoute-moi bien, ce n'est pas toi le problème. L'amour ne te fait pas douter de ta santé mentale. L'amour ne t'isole pas. L'amour ne te fait pas peur. Tu mérites d'être aimé sans peur. Tu mérites d'être cru, entendu, respecté. Je m'appelle Sophie. Et moi aussi un jour j'ai cru que je perdais la tête. Mais j'ai simplement retrouvé la mienne.